Paradji le dingo était né en ce désert, dont il avait fait sa demeure et celle de ses enfants, Waka et Kintala. Paradji était un bon père de famille. Il épargnait à ses enfants les rigueurs de la faim grâce à des stocks de viande accumulés par lui dans des cachettes. Au sud de ce monde se trouvait Kangaroo Island, baigné d'eau fraîche. Sur la grève où l'avait mené sa mère, Burka, le jeune Yam, un kangourou gris, goûtait l'eau de mer et découvrait les saveurs étranges des algues échouées. À l'intérieur des terres, un koala femelle se mettait en chasse d'un mâle dominant, Mako, et découvrait la douleur et les plaisirs de l'accouplement. Tout cela, Paradji le projetait sur le dôme du rêve, car il en est ainsi, nous entrons dans la vie quand notre rêve commence. Ici, au nord de l'Australie, les eaux se mêlent à la terre. C'est la région la plus humide d'un continent pourtant réputé comme le plus sec du monde. Une fois par an, la mousson y déverse les flots du ciel. On y trouve de nombreux estuaires où se mélangent, au gré des marées, eau douce et salée. Cet environnement a favorisé la richesse d'un écosystème où prospèrent oiseaux, tortues et autres reptiles. Il n'est pas une côte où des oiseaux tels que l'huîtrier antipode, en chasse de crustacés, ou des tortues marines, n'aient placé leurs œufs. Une aubaine pour les brigands, les fouisseurs, les dénicheurs de tout genre. Sur cette plage règne l'un de ces pillards, un dragon nommé Varan, qui s'extraira bientôt du terrier où il a passé la nuit. Le grand reptile, un varan de Gould, sort à peine de sa léthargie. Les rayons du soleil auxquels il offre son corps écailleux lui sont indispensables. En effet, le varan est un animal à sang-froid. Contrairement aux mammifères, il ne produit pas sa propre énergie thermique et dépend pour cela de son environnement. Ayant rechargé toutes ses batteries biologiques, Min, le varan, commence l'inspection de son domaine. Il chemine avec lourdeur, car son corps est massif, et il faut à ses membres beaucoup de force pour le soutenir au-dessus du sol. Cependant, malgré sa masse, le varan de Gould est capable de courir en cas de besoin. Sa rapidité l'a fait surnommer Varan cheval de course. Bien qu'il appartienne à l'une des espèces de varans les plus intelligentes, Min ne jouit guère d'un grand sens de l'adaptation. Il procède à sa tournée de manière répétitive et bornée. Un trou sableux dans lequel il a naguère dévoré un œuf de tortue sera de nouveau inspecté jour après jour, comme si l'œuf pouvait y repousser, semblable à un fruit. Min ne modifie jamais son itinéraire sur la plage. Parfois, une surprise plus ou moins comestible, une algue, un oiseau mort ou un déchet venu de la mer, introduira une étincelle de fantaisie dans le cerveau reptilien du varan affamé, mécanique obscure et primitive où la lumière pénètre avec parcimonie. Encore quelques coups de langue, organe qui contribue à l'odorat autant qu'au goût, pour sonder l'intérêt de l'objet trouvé, et il faudra rebrousser chemin vers les buissons du rivage, où l'on trouvera peut-être meilleure fortune.
Dans les bosquets d'eucalyptus de Kangaroo Island, une femelle koala nommée Kakira fait découvrir le monde à son bébé de 6 mois. C'est la première fois qu'il se perche ainsi sur la tête de sa mère, ayant jeté dans la toison de Kakira l'encre de ses griffes déjà puissantes. Kakira lui a donné naissance 35 jours après avoir été fécondé. L'embryon, puisque les marsupiaux ne naissent pas comme des créatures achevées, a d'abord dû ramper dans la jungle du pelage maternel pour parvenir jusqu'à la poche. Il ne ressemblait encore qu'à une larve, un haricot rose de moins de 2 cm. Accroché à l'une des 2 mamelles, il a achevé sa croissance dans la pénombre jusqu'à sa 2e naissance, vers 5 mois. Il lui a alors fallu, pour la première fois, glisser son nez vers la lumière du dehors. Loin de la fraîcheur des eucalyptus, l'Australie, la vraie, est une tache de sang qui s'écoule du ciel. Du grand désert central, on dit qu'il est un cœur écarlate dont chaque pulsation engendre une divinité, un mythe, un rêve. On l'appelle le Red Heart, le cœur rouge. La terre et le sable du désert sont gorgés de latérite, une matière géologique résultant de l'oxydation du fer et de l'aluminium. C'est aussi la latérite qui fait rougeoyer les zones tropicales de l'Afrique et de l'Amérique du Sud, autrefois jointes à l'Australie sur une même plaque continentale, le Gondwana. Des canyons, des cratères de météorites, des rochers fracassés. Pour les aborigènes, les hommes vrais, le chaos du relief correspond à celui de nos émotions. Les premiers êtres se laissèrent dominer par elles et furent pétrifiés ici même, pour nous rappeler que la vie n'est qu'un songe, un lac de sable pur que rien ne devrait troubler. Paradji le dingo appartient à une espèce errante et décriée, mais il a épousé le désert, et ce dernier lui a enseigné la prévoyance. Sous une couche de sable, Paradji a constitué une réserve de nourriture qu'il déterre lorsque la faim trouble et excite ses enfants, le jeune mâle Kintala et sa sœur Waka. Gestionnaire avisé, Paradji prend ainsi de l'avance sur ses besoins. Il maîtrise le temps et pourrait retarder la pénurie si le gibier se faisait rare. Waka, la jeune femelle, se montre plus avide et plus rapide que son frère Kintala, à qui elle ne laissera que l'eau à la bouche et le droit de l'envier.
La viande est ferme et boucanée comme il convient. Il s'agit d'un lambeau arraché à la carcasse d'un très jeune kangourou que Paradji et quelques compagnons occasionnels ont chassé quelques jours plus tôt. Le dingo se nourrit pour les trois quarts de mammifères tels que kangourous, wombats, lapins ou rats. Il aime les tuer lui-même, mais se transformera volontiers en charognard s'il trouve une bête déjà morte. En passant à table avant son frère, Waka prend l'ascendant sur lui. Par un effet de simple intimidation, elle l'oblige à réfréner son impatience. La force n'y est pour rien. Dans le désert, la survie est aussi une affaire d'attitude. Waka se plaît à narguer Kintala, à la lécher, à lui ravaler la fierté. Et lorsque Kintala, à gauche, est enfin admis à partager le butin, c'est seulement parce que sa sœur veut bien lui faire l'aumône. Paradji ne se mêle pas des querelles de préséance. Elles forgeront le caractère de ses enfants, car il leur faudra bien, pour vivre sur ces sables qui brûlent les vies autant que les orgueils, apprendre la dureté et la duplicité, s'initier à la violence aussi bien qu'à la ruse. Les temps, cependant, ne sont pas au dénuement. Le désert est aride, même s'il l'est moins en cette saison qu'à celle du Dry, le temps de la sécheresse. Mais il n'est pas vide pour autant. Telle est l'illusion. Ici, le rêve est vie, et la vie éveille. Le plein n'est qu'abysse, et tout vide est comblé. Mais pour distinguer autour du mont Artula ce qui palpite, court et se mange, des mirages tremblants que la terre vaporise, il faudrait un œil d'aigle. Lurette est un aigle de grande taille, dont l'envergure peut dépasser 2 mètres. Il ne déteste rien autant que les forêts trop denses dont le couvert protège les proies. Le ciel des savanes est son royaume d'élection. S'il vole seul, c'est qu'il chasse. S'il vole en couple, c'est qu'il proclame sa propriété sur un territoire. S'il vole en groupe, c'est que son clan espère repérer une proie de grande taille. Pour les urettes valseurs, portés par l'air chaud qui monte de la terre, c'est une saison d'euphorie. Les femelles pondront bientôt 1 ou 2 œufs dans un nid de branchage perché au sommet d'une aiguille rocheuse ou à l'arête d'une falaise de rocaille. C'est pourquoi il faut prendre des forces et se gaver de rongeurs, de reptiles ou d'oiseaux faciles à cueillir en plein vol. L'oiseau s'immobilise parfois comme sidéré par sa propre liberté. Et puis la chasse reprend, et il reste à l'affût. Éclore, voler, tuer. Chez l'aigle du désert, la valse est à 3 temps. Dans le grand estuaire du Nord où vit Mine, le Varan, le paysage se fend d'une cicatrice écailleuse et bronzée. Le plus grand crocodile du monde inspecte le secteur. Sa longueur peut dépasser 7 mètres et son poids atteindre 900 kilos. Il est vorace et puissant. C'est le crocodile d'estuaire. Il se plaît aussi bien dans l'eau fraîche que salée,
C'est pourquoi on le surnomme Salty. Il fréquentait le continent originel au temps des dinosaures. Sa forme est demeurée stable depuis 200 millions d'années. La présence du Salty ne fait pas l'affaire de Mine le varan. Celui-ci aime fouiller les herbes et les eaux de cette berge où il gobe des œufs et tue des petits mammifères. Quelquefois même, les crocodiles auront pu dédaigner, par manque d'appétit, un bout de boyau ou de viscère arraché à la proie qu'ils auront noyée. Les deux animaux affectionnent le même territoire. Un jour, leur face-à-face tournera mal. Mine ne se sent pas de taille à affronter le plus effrayant des prédateurs. Il rebrousse chemin. Soudain, Mine s'arrête. Sa langue ramène vers l'organe de l'odorat, situé dans la bouche, une lampée d'odeur délicieusement fétide. Le passage répété d'un urètre confirme l'impression du varan. Un cadavre se trouve à sa portée. La charogne est celle d'un wallaby, marsupial proche du kangourou mais d'un poids moindre. Elle pèse probablement 15 à 20 kilos. Des mouches vertes ont déjà entrepris d'en sucer les sucs et d'y pondre leurs œufs. Avant que Mine se soit approché, l'aigle s'est posé. Il ne dispose que de quelques instants pour piller quelques fragments du trésor. Déjà, le varan s'arrache à son ivresse. Les parfums des chairs macérées ne lui suffisent pas. Mine veut à présent déchirer de ses dents ce cadavre dont la tiédeur lui réchauffera la gorge et la tripe. La langue, bifide comme celle d'un serpent, s'agite. Elle renseigne l'animal sur la composition chimique de l'air, sur la présence de prédateurs ou de femelles, sur la nature de chaque particule odorante. La langue de Mine approvisionne en paquets d'odeurs un capteur spécialisé, l'organe de Jacobson. On pourrait dire que le varan voit avec sa langue, comme d'autres avec les yeux. Le varan porte aux 5 doigts de chaque patte des griffes acérées comme des épées. Mu par l'impressionnante musculature des membres, ses extrémités se transforment en une véritable machine à lacérer la viande. Puis les mâchoires entrent en action. Elles sont plantées de dents petites mais acérées, dirigées en biais vers l'arrière, qui saisissent la nourriture et mécaniquement la dirigent vers le fond du gosier. Mine ne sait pas par quel bout entamer cette masse trop grosse pour lui. Pourtant, les varans sont les seuls sauriens dont la mâchoire inférieure s'abaisse, comme celle d'un serpent, et autorise le passage de proies disproportionnées. Le crâne est totalement ossifié pour contenir la pression qui en résulte. Mais ce dispositif est pris en défaut quand une charogne ne peut même pas entrer dans la gueule et qu'on ne peut la démembrer, même en la secouant. Mine explore encore, avec un soin d'anatomiste, les entrailles et les membres du wallaby. Décidément, la viande est trop fraîche, trop ferme, trop dense. Le varan s'impatiente. Il s'en prend aux muscles superficiels de la charogne, décidément mieux accessibles.
Perplexe, Mine s'éloigne de la proie, comme s'il l'abandonnait. Le varan boit et reprend son souffle. Soudain, un aigle pêcheur d'une incroyable témérité vient saisir un poisson devant le nez d'un crocodile. Sans même suspendre son vol, un uret escabote quelques fibres de chair que Mine était parvenu à détacher de la carcasse. Lassé de voir d'autres que lui trouver repas à leur mesure, Mine revient vers la table. Le wallaby, déjà mort, ne connaîtra pas le désagrément supplémentaire de se sentir seul. Déjà, l'aigle vient lui tenir compagnie et l'entourer de ses soins. Il picore, çà et là, un bout de boyau, un fragment de rate, jusqu'à ce que Mine, le varan, adopte une posture agressive. Le reptile n'entend pas laisser sur place cette viande que quelques heures de décomposition rendraient plus tendre et plus docile. L'occasion est trop belle. La ration alimentaire annuelle d'un varan n'est que de 5 fois son propre poids. Ce wallaby inespéré comblera une grande part des besoins de Mine. Il suffit à présent de le mettre en lieu sûr jusqu'à ce que le temps et les bactéries l'aient rendu comestible. Mine se transforme alors en tracteur, tâche à laquelle le prédestine sa force, comparable à celle d'un jeune buffle. La lune veillera sur la charogne en attendant que le varan la digère. En fin de compte, chaque atome du wallaby ira grossir la grande réserve de matière d'où naîtront d'autres vies. Le rêve avait agrégé cette poussière. Il la restituera à la conscience qui engendre le monde. Et ce mystère s'accomplira, selon les hommes vrais, au cœur de la nuit peuplée de dragons. Le pétorus hante la même nuit, sculpté sur un arbre comme le relief d'un totem. De ses incisives inférieures, très tranchantes, il a lacéré l'écorce afin que s'en écoule la sève dont il se nourrit. Le petit marsupial arboricole se met en quête d'autres sucs, d'autres nectars. Il hésite. Doit-il demeurer sur le même arbre ou changer de fournisseur? Bientôt l'animal se décide. Il explorera les branches voisines. Nul besoin pour cela de passer par le sol. Le pétorus est équipé d'une membrane de peau qui relie les poignets aux chevilles et qu'il lui suffit d'étirer pour planer entre deux arbres. Sur les eaux paisibles qui baignent Kangaroo Island, des cygnes noirs ont fait escale. Dans quelques heures, ils repartiront se poser sur un lac ou sur un étang, où ils pourront se gaver d'herbes aquatiques. Plusieurs couples se détachent sur le bleu de la mer. Ils sont unis pour la vie. Dans la fraîcheur d'un matin ordinaire, Yam, le kangourou gris, tète sa mère, Burqa.
Chez les kangourous, la relation entre la mère et l'enfant est à la fois intime et durable. Né au terme de 30 jours de gestation, Yam a ensuite gagné la poche de Burqa où il s'est agrippé à l'une des 4 mamelles. Au bout de 9 mois, la poche ne pouvait plus le contenir. La mamelle, précisément celle qu'il avait choisie à l'origine, s'est alors distendue pour qu'il puisse continuer de s'allaiter de l'extérieur. Peu à peu, le jeune kangourou devra s'éloigner de son passé. Il lui faudra bientôt, par exemple, renoncer au lait de sa mère. Mais rien ne lui ôtera la nostalgie de ce cocon feutré où il a passé le début de sa vie. Yam voudrait ne jamais grandir. Ce sera son drame. Le grand vent du bassin sud-australien fait soudain danser la cime des eucalyptus. La toison verte de l'île se met à frémir. Le royaume des koalas bascule comme un monde en déséquilibre. Pour Mako, le mâle dominant, c'est un jour de perplexité. Quelque chose se passe en lui qui le rend hésitant, mal assuré sur sa branche. La feuille qu'il choisit se dérobe, insaisissable, et le koala, privé de tout appétit, ne tente même pas de la rattraper. Mako s'assoit sur une branche, il observe le monde et semble ne pas le reconnaître. Tout lui paraît étranger. Pourtant, il faut bien continuer de vivre, de se gratter, de passer de tronc en tronc, comme si rien ne le dérangeait. Mako explore son domaine à l'aide de l'instrument le plus efficace dont il dispose, son nez. Le nez du koala est anatomiquement complexe, disproportionné, recouvert d'un cuir fin et irrigué d'une multitude de nerfs et de vaisseaux sanguins. Ce capteur lui sert à reconnaître son environnement, ses congénères et ses feuilles favorites dont l'odeur, finalement, lui a fait retrouver l'appétit. Non loin d'un couple de wallabies dont ils partagent l'habitat, Yam et sa mère Burqa se sont allongés pour procéder à leur toilette. De temps à autre, Yam vérifie que les wallabies ne se montrent pas plus exubérants qu'ils ne siéraient. Pendant ce temps, Burqa entretient ses membres supérieurs. Les doigts de la main ne sont pas opposables à 1 pouce. Les capacités de manipulation du kangourou en sont considérablement réduites. Sous le regard de Burqa, un wallaby détale.
cœur du grand désert rouge, où leur père Paraji a établi son territoire, Waka et Quintala explorent les possibilités de jeu que leur offre l'environnement. Ils ont l'âge où tout, même un simple buisson, excite la curiosité. Et le jeu s'appelle Inventer l'univers. Quintala, le jeune mâle, se méfie de l'eau. Il sait qu'elle mouille, qu'elle rafraîchit, qu'on peut la boire, mais il n'aime pas ce qui miroite et peut dissimuler les pièges de la vie. Il s'y risque, pas à pas, mais la fascination est plus forte que la prudence. Waka, elle, est comme l'eau, provocatrice. Elle stimule son frère, l'excite, et l'encourage à se lancer, parfois à sa place, dans les aventures les plus aléatoires. Contrairement à d'autres canidés, le dingo ne nage que rarement. Mais il prend plaisir à patauger, à éclabousser, à jouer avec les gerbes d'eau que son corps fait jaillir. Le jeu est nécessaire à Waka, la femelle à l'oreille cassée, et à son frère Quintala. Il leur forge le caractère, bien que leur vie passée y ait déjà contribué. Waka et Quintala sont nés 8 mois plus tôt dans un terrier d'opossum que leur mère avait élargi. Elle avait pris le soin de le choisir situé près d'une source, afin de pouvoir, quand les chiots en auraient besoin, leur régurgiter dans la gueule quelques gorgées d'eau. La portée était de 5 jeunes, mais bientôt la femelle dominante de la meute, n'acceptant pas que parviennent à maturité d'autres portées que la sienne, commença à égorger les chiots de ses rivales. Waka et Quintala survécurent à l'infanticide mais furent forcés, dès le sevrage, de s'exiler avec leur père, Paraji. Celui-ci désirait alors quitter le groupe pour fonder son propre territoire. Ils furent 3 à partir. La meute qu'ils formaient était dérisoire face à un si grand désert. Sur Kangaroo Island, Kakira le koala se repose à la fourche d'un eucalyptus. Collé sur elle comme un morceau de pelage excédentaire, son bébé s'est accroché à son arrière-train. Le jeune animal voudrait devenir mobile, mais ses mouvements sont encore mal assurés, et le corps de sa mère, quand il faut l'escalader, ressemble à une falaise trop abrupte. Peu à peu, le bébé découvre que la nature a doté ses avant-bras de muscles surdimensionnés et ses mains de griffes qui servent de crampons. Comme sa mère, il est destiné à ne faire qu'un avec l'arbre, et sa morphologie s'est adaptée à ce destin arboricole. Le bébé de Kakira se nourrit encore de lait, mais aussi d'une forme particulière d'excréments rejetés par sa mère. Cette matière fécale contient des bactéries qui s'établiront dans son tube digestif et lui permettront, quand il sera sevré, de digérer les feuilles d'eucalyptus. Le jeune koala s'endort bientôt. Le sommeil est l'activité à laquelle, tout au long de sa vie, il consacrera le plus de temps. Mais à son âge, le moindre bruit incite à revenir vers le monde de l'éveil.
Il parcourt de nouveau le corps de sa mère, modifie sa position et se place finalement en une posture qui ne lui créera que des contrariétés. Tout est rentré dans l'ordre. La mère et l'enfant ne forment plus qu'une seule boule de poils, accrochée à l'arbre comme un gros fruit pelucheux. On ne sait jamais combien d'individus forment une famille de kangourous. Avec son bébé invisible, Cartagna, par exemple, compte pour 2. Non loin d'elle, Yam broute près de leur mère, Burqa. Cartagna, comme les autres membres de la famille, tente de se débarrasser des parasites qui s'incrustent dans sa toison. En cette saison, c'est une tâche vaine et sans fin, à laquelle on s'acharne tout de même. Burqa met de l'ordre au repli de sa poche. Aussitôt survient Yam, à qui ce comportement a donné l'envie de téter. Le jeune kangourou extrait celle des 4 tétines qui s'est étirée au fil du temps pour qu'il puisse la manipuler. Pendant qu'il tète, Burqa le lèche derrière les oreilles, geste rituel par lequel s'exprime son instinct maternel. Burqa sent bien que son fils devrait déjà délaisser son lait pour de plus roboratives nourritures végétales. Quelque chose ne va pas. Il faudra mettre un terme à cette dépendance. Pour la première fois de sa vie, Burqa se prépare à repousser son fils. Yam en demeure interdit, presque pétrifié. Burqa, elle, se met de nouveau à ordonner le pelage de sa poche, à en lisser la face interne, comme si elle désirait subitement en faire un sanctuaire. Dépité, Yam se rabat vers les nourritures qui lui sont désormais destinées, ces feuillages épineux, si rêches au palais, qu'il déteste tant. Mako, le koala, dont le comportement était devenu erratique, semble avoir retrouvé son tonus et quelque appétit. Telles sont les apparences. En réalité, victime d'une maladie infectieuse, l'animal a perdu un œil. Son mal est causé par une bactérie nommée chlamydia. La maladie provoque des troubles des circuits urinaires et pulmonaires et une destruction progressive des yeux. Elle se transmet principalement par la voie sexuelle et s'ajoute au stress et à la destruction des environnements pour faire du koala une espèce en danger.
Du haut d'une falaise, un Wallaroo semble contempler l'empire où règnent les siens, les marsupiaux. Wallaroo, wallaby, kangourou, wombat, numbat, bandicoot, koala, opossum. Ils ont conquis le continent, ses plaines et ses montagnes, aussi bien que ses forêts ou ses déserts. En contrebas, un autre Wallaroo parvient déjà au point d'eau. Un autre le rejoindra. Puis un autre encore. Et encore un autre. Comme cette cohorte de marsupiaux qui ont offert à la grande île continent ses icônes les plus célèbres. Le mode de reproduction de ces animaux diffère fondamentalement de celui des autres mammifères. Après une courte gestation, un marsupial donne naissance à un petit inachevé, qui devra finir sa croissance embryonnaire dans une poche, à l'extérieur de l'appareil reproducteur. Au contraire, c'est au terme d'une longue gestation qu'un mammifère dit placentaire met au monde un bébé déjà formé. Laquelle de ces stratégies est la meilleure? Nul ne pourrait le dire. On sait seulement que les marsupiaux investissent moins de temps et d'énergie dans la gestation, ce qui permet à la femelle de produire plus vite un nouvel embryon, si le premier ne survit pas. Quand le monde fut séparé en plusieurs plaques continentales, l'Australie devint l'asile des marsupiaux, dont les plus anciens, qui ont vécu voici 100 millions d'années, provenaient de la zone aujourd'hui appelée Amérique. Le dernier continent offrit aux marsupiaux une terre où les prédateurs ne foisonnaient pas, comme dans le reste du monde. Ils s'y adaptèrent donc, se développèrent, se diversifièrent. Comme un Wallaroo au bord du point d'eau si ardemment espéré, ils avaient trouvé leur paradis. Un milan royal trace de larges orbes dans le ciel du désert. Cet oiseau apparenté au faucon en est le nettoyeur. Il se nourrit des déchets dont même les charognards n'ont pas voulu. Sa présence peut indiquer celle de dingos, car ces derniers lui laissent parfois à grignoter quelques cartilages ou os à moelle qu'ils n'ont pas voulu stocker. Paradji et ses deux enfants se plaisent dans la région du plan d'eau, dont ils n'ont pas épuisé les ressources. Ici, tout est motif à jouer, à explorer, à affronter le monde. Comme toujours, c'est Waka, la petite femelle, qui s'élance tête baissée vers l'aventure. Elle semble sûre que son père aura pour elle toutes les indulgences. En revanche, Paradji exige de son fils Kintala qu'il fasse preuve d'une parfaite soumission. Il n'hésite pas à le renverser et à lui faire sentir son souffle sur l'encolure, en signe de domination. Kintala tente bien, comme par compensation, d'exercer un semblable ascendant sur sa sœur Waka, mais celle-ci roule sur le sol par plaisir, plus que par faiblesse. Et de nouveau, Paradji vient rudoyer son fils. Celui-ci le saura désormais. L'esprit qui créa le monde sur l'écran du rêve oublia d'inventer en même temps à l'usage des dingos la justice et l'équité. Kintala, à présent harcelé par sa sœur, refuse le jeu et se frotte à celui qui ne l'a jamais puni ni rejeté, le désert.
Paradji s'est lassé. Il est temps de s'occuper ailleurs. Il faut vérifier qu'aucune odeur suspecte ne trahit la présence d'un étranger sur le territoire. Il faut s'assurer qu'une meute alliée n'est pas arrivée en vue de provoquer une chasse collective. Il faut espérer qu'une femelle est en train de rôder au loin, où l'on saura s'il le faut aller la chercher pour en faire une compagne. Ici, même pour un dingo, le temps reste précieux. Le grand oiseau de proie plane encore et se pose, sentinelle de garde aux avant-postes du mont Artula. La journée s'achève, en cette saison de grâce et de douceur. C'est l'heure où le sang juvénile de ce continent, de tous le plus récemment formé, colore de rouge la transparence de l'air. Comme si le mont sacré communiquait son feu au soleil flamboyant. Comme si se produisaient, ainsi qu'aux origines du monde, des échanges d'énergie incommensurables. Comme si le roc faisait de nouveau entendre à tout ce qui vit le fracas même de la création.